Salut à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur les 10 plus mauvais jeux de la PlayStation. Et autant vous le dire, ça n'a pas été simple. Il faut savoir que sur cette console, il y a un nombre assez important de mauvais jeux. D'ailleurs, vous m'en avez conseillé tout un tas et je vous en remercie. Du coup, ce qui a été le plus difficile, ça n'a pas été tant de choisir ces jeux que d'en exclure. J'aurais aimé vous parler de Hidden and Dangerous, Paris-Marseille Racing, All-Star Action, le 5ème élément, les 102 Dalmatiens. Mais non, c'est le principe de l'émission, j'en ai retenu que 10, ce qui me semble à la fois particulièrement mauvais, tout en ayant un minimum marqué la ludothèque de la console. Eh bien, c'est parti. 10e. Et on débute notre aventure avec un certain Excalibur. Vous connaissez sûrement le titre, comme d'autres dans ce classement, le joueur du grenier en a réalisé une vidéo. D'ailleurs, je le trouve assez dur avec le jeu, il n'est pas aussi catastrophique qu'il le laisse entendre. Le but est assez simple, à travers plusieurs niveaux, on a des personnages qui nous réclament des objets. Le soldat blessé demande une trousse de soins, le barman veut un verre, le marchand demande une bouteille d'alcool et un dernier son rat de compagnie. Nous, on fait des allers-retours dans ces niveaux, on affronte les ennemis, on rapporte les objets à leurs propriétaires et grosso modo, vous avez le concept du jeu. Mais alors, qu'est-ce qui cloche ? Eh bien en fait, tout est à peu près bancal. Le scénario est kitsch au possible, des gars du futur qui viennent voler Excalibur, et nous qui partons à sa recherche, les dialogues mal écrits et mal interprétés. Écoutez. J'ai été blessé lors d'une attaque contre les paysans hortes, et mes troupes m'ont laissé pour mort. Un level design particulièrement étrange, composé de toutes petites pièces reliées les unes aux autres par des portes, des combats statiques et donc affreusement redondants, et des musiques qui tape rapidement sur les nerfs. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, mais le jeu reste tout à fait jouable et se parcourt sans réelle prise de tête. À mon goût, il ne mérite pas d'être plus en avant dans ce classement. 9e. Rascal, là aussi, je reste quelque peu dubitatif. C'est frustrant ce sentiment de se trouver face à un mauvais jeu, tout en ayant la sensation qu'il ne manquait pas grand chose pour que ça en soit peut-être pas un grand jeu, mais au moins un sympathique. Rascal est un personnage plutôt amusant, comme Mario 64 avec ses tableaux et ses étoiles, il traverse des portails, voyage à travers le temps pour récupérer des sabliers, dans le but de sauver son grand-père, un scientifique qui a inventé une machine à remonter le temps. L'univers est franchement chouette. Mais il y a deux choses qui gâchent totalement l'expérience de jeu. Le système de caméra est abominable. Celle-ci n'est jamais bien placée et combien de fois on se retrouve à affronter un adversaire sans même réussir à l'apercevoir. Couplé à cela une affreuse maniabilité, vous avez le cocktail d'un jeu quasiment injouable. Les flèches de côté servent à tourner son personnage, mais il suffit qu'il soit rien qu'un tout petit peu en mouvement et il avance en faisant une grande courbe. C'est un calvaire de contrôler Rascal et le jeu étant sorti 2 années après son modèle Mario 64, on peut difficilement lui trouver des excuses. 8e. Space Jam, l'adaptation du film, vous savez, avec les personnages des Looney Tunes. C'est Acclaim qui se charge du titre et... Oh, on a 2 modes de jeu, match ou tournoi, et balle à la main dans le gymnase, l'ennui pointe vite le bout de son nez. En gros, on va au panier, on marque, ils y vont, ils marquent, et ainsi de suite. Récupérer le ballon s'avère complexe. Nous-mêmes, on peut rester à dribbler pendant un long moment sans être nullement inquiété. Les matchs, le cœur du jeu, ont peu d'intérêt. Il semble que Acclaim en était conscient. Ils ont ajouté des mini-jeux que l'on parcourt pendant la mi-temps. Ça ne sert à rien, c'est pas plus palpitant, mais ça semble nous dire à demi-mot « Hey, y a tout plein de choses à faire dans notre jeu, pas vrai ?» Non, ça suffit pas pour nous berner. 7e. Ubisoft adapte Les Visiteurs 2 pour la PlayStation. Je pourrais presque rien dire et simplement vous montrer la façon dont le personnage se déplace. Rien que ça vous laisse envisager la qualité globale du titre. Alors, on incarne à tour de rôle Godefroy et Jacouille. En gros, on évolue dans des niveaux assez ouverts où l'on se situe entre combat, plateforme et énigmes. Certaines d'entre elles s'avèrent presque infaisables, comme celle-ci où il nous faut placer des boucliers dans un certain ordre. Et aucune idée de ce qui justifie l'ordre. Même avec la solution, j'y suis parvenu, mais j'ai pas compris la logique. Avec Godefroy, on est à l'époque médiévale, avec Jacouille au XXe siècle dans un centre commercial au level design tortueux. Les fameux de Jacouille deviennent rapidement insupportables et les vigiles invincibles feraient perdre les nerfs au Dalai Lama. Mais ne vous en faites pas, comme le jeu n'est pas très prenant, à la place on peut se servir des mouvements étranges des personnages pour improviser une petite chorégraphie. C'est bien plus amusant. 6e. Hasbro Interactive a la drôle d'idée d'adapter sur PlayStation le jeu de société, le Monopoly. On retrouve donc, de manière un peu trop fidèle, le jeu de plateau que l'on connaît tous. Vous vous demandez quel est donc le problème. Je vais vous le dire. C'est qu'on s'attend tout de même, logiquement, qu'une version jeu vidéo du Monopoly apporte quelque chose. Mais non, rien. C'est exactement trait pour trait le jeu de société. Là, on espérait quelques originalités, et bien tout n'est que lenteur, hasard et ennui. On perd le charme d'avoir les billets de banque en main, le plateau devant soi, de jeter les dés. Quel est l'intérêt d'appuyer sur un bouton et d'assister au résultat? Et puis on a l'impression d'attendre bien plus souvent que de jouer. On ne peut même pas passer les animations, sincèrement. On privilégiera le vrai Monopoly.
5e. Batman et Robin, adaptation du long métrage réalisé par Acclaim. Alors encore une fois, j'imagine que vous connaissez ce titre avec la vidéo du joueur du grenier. Mine de rien, Batman et Robin est bourré de bonnes intentions. Un monde ouvert sur PlayStation 1 où l'on se balade dans les rues de Gotham avec sa Batmobile et où l'on peut même sortir de son bolide, c'est honnêtement très ambitieux pour l'époque. Malheureusement, la réalisation n'atteint pas l'ambition du projet. Contrôler la chauve-souris est un calvaire. Passer le tutoriel, une véritable épreuve en soi. La route, une patinoire où l'on passe à travers les objets. Dans les niveaux, on ne comprend jamais précisément ce que l'on attend de nous, et puis ces alarmes, de toutes sortes, partout, c'est insupportable. En fait, on ne s'amuse jamais vraiment à jouer à Batman et Robin. 4e. Astérix et Obélix contre César, adaptation du film du même nom par Ubisoft. Alors ici, techniquement pas grand chose à reprocher au jeu, ça fonctionne même très bien. Maniabilité, angle de caméra et animation sont tout à fait convaincants. Mais, contrairement à Batman qui propose quelque chose de relativement complexe, un semblant de monde ouvert, Astérix et Obélix contre César nous offre un gameplay tout à fait similaire au Game & Watch des années 80. Vous déplacez votre personnage case par case. En gros, vous appuyez sur une direction, il s'y dirige tout seul. Encore heureux qu'avec si peu de liberté, la maniabilité soit réussie. Alors un coup c'est pour taper des poissons, un autre pour taper des rochers, pour récupérer le gui, pour se débarrasser d'araignées. En plus de ça, ça n'a aucun sens. Un game design aussi pauvre en 1999 sur une console 3D, il fallait oser. 3e. Bubsy 3D, réputé pour être un des plus mauvais jeux de tous les temps. Le jugement est un peu sévère, mais il est vrai qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Le plus triste, c'est que les aventures de Bubsy sur les consoles 16 bits étaient tout à fait réussies. C'est le passage à la 3D qui lui a été fatal. Quand on parle de jeux 3D à cette période, on a soit ceux qui sont bien en 3D mais qui conservent un gameplay 2D, avec des parcours linéaires sous forme de longs couloirs, et on a les autres qui s'inspirent presque tous du fameux Mario 64, qui c'est un fait est parvenu à proposer un gameplay intuitif et fun à travers des mondes ouverts, ce qui révolutionnera le genre. Mais le pauvre Bubsy est sorti en 1996, la même année que Mario 64, et n'a donc pas profité de ce glorieux modèle. Et force est de constater qu'effectivement, cela ne fonctionne pas. La maniabilité est exécrable, avec les flèches de côté qui servent à tourner la caméra et non son personnage. D'ailleurs, on ne sait pas dans quel but celle-ci s'élève lors d'un saut, ce qui complexifie affreusement les phases de plateforme. Les décors sont plats et ce sol représenté sous forme de damier n'est pas très immersif. Le level design s'avère assez chaotique, même avec la présence de flèches nous indiquant le chemin, on se perd rapidement et les ennemis s'y donnent à cœur joie en nous bombardant de tirs qu'il est difficile d'éviter au vu de la maniabilité assez désastreuse. Et oui, Bubsy a loupé son passage à la 3D et cela en donne un jeu quasiment infaisable. 2e. On reste dans les adaptations avec cette fois-ci Taxi 2. On a 9 courses et un seul véhicule jouable. Vous visualisez déjà les possibilités énormes que nous propose le titre. Alors grosso modo, les courses suivent l'intrigue du film et les sensations de conduite sont... en fait, on n'en a tout simplement pas. Sérieusement, à aucun moment on ressent la physique de notre bolide. Non mais observez le véhicule, il n'y a rien de naturel dans ses trajectoires. Vous êtes nombreux à m'avoir conseillé Paris-Marseille Racing, mais je vous assure que Taxi 2 est bien plus catastrophique. La gestion des collisions est totalement absente. Quand on rentre dans une voiture, aucun choc ni retour de force. Non, notre véhicule s'arrête tout simplement. On a des chemins sans issue, les impacts contre un véhicule concurrent peuvent aboutir au game over, insupportable, surtout quand c'est lui qui nous rentre dedans et qu'on y est pour rien. J'ai réellement dû me retenir de pas jeter ma manette contre mon écran, un jeu raté de bout en bout. 1er. Et le premier n'est autre que Virus, l'adaptation par Créo Interactive du film du même nom. Pour tout vous dire, ça a été rapidement une évidence à mon goût de placer ce jeu en première position, de par sa difficulté affreusement mal gérée. Dès les premières secondes de jeu, on perd la vie. En plus que ce soit moche et sombre, on distingue à peine les textures. Et le plus énervant, la caméra ne centre pas notre cible, il faut tirer en face d'elle pour l'atteindre. Donc forcément, on se mange aussi tous ces tirs à elle. Même moi, aujourd'hui, en recommençant une trentaine de fois, je ne suis pas parvenu à passer le premier niveau. Alors imaginez un gamin de l'époque. À force de recommencer et de recommencer, j'ai réussi à atteindre le boss, mais comme il ne me reste jamais beaucoup de vie pour cet affrontement, je tiens pas plus d'une minute. Non, vraiment, j'ai pas connu ce titre à l'époque de sa sortie, et heureusement, j'ose à peine imaginer la déception du joueur qui a dépensé son argent pour ça. Astérix et Obélix, on fait pas grand chose, ok, mais on peut y jouer quand même, et en voir le bout. Là, rester bloqué au premier niveau et passer son temps à mourir la faute à un système de jeu lamentable, quelle horreur. Et oui, la PlayStation a accueilli certains des plus grands jeux de l'histoire. Du coup, on a tendance à oublier qu'il y a eu un certain nombre de bouses. Et encore, j'en ai retenu que 10, on aurait pu en citer bien plus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!